Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces Nuits de la lecture initiées par le ministère de la Culture et de la Communication qui, dans le contexte sanitaire que nous connaissons, se déroulent cette année en partie en format virtuel. Je précise que cette rencontre numérique, La Voix des Pages, est proposée par l'association La Plume de Pan, qui existe depuis plus de 10 ans et promeut le livre audio dans ses dimensions sociales, culturelles et pédagogiques. Elle remet chaque année plusieurs prix, comme le Grand Prix du livre audio au Centre national du livre, le prix du public et une plume de Pan des lycéens. Si le contexte sanitaire le permet, il devrait y avoir en 2021 une riche actualité pour la Plume de Pan, avec un festival du livre audio à Strasbourg du 16 au 22 mai, étendu pour la première fois au podcast, et des rencontres francophones du livre audio juste avant, du 14 au 15 mai. Il y aura enfin le lancement du festival virtuel du livre audio, en partenariat avec l'Institut français, afin de rendre le livre audio visible auprès des communautés francophones à travers le monde. Dans le contexte actuel et ses difficultés, la mise en lumière de comédiens, d'auteurs et d'éditeurs devient essentielle et se prolonge dans un tout nouveau projet, le lancement du podcast La Voix des Pages, premier podcast de chronique en format livre audio et papier, en partenariat avec Lire Magazine Littéraire, que nous découvrirons tout à l'heure. Avec son titre évocateur, La Voix des Pages rend hommage à la tradition immémoriale de la lecture à voix haute et à ces moments de partage que l'on appelait au Moyen-Âge les voix des pages. Cette année, vous le savez, la thématique des Nuits de la lecture est relire le monde. Dans le cadre des rencontres La Voix des Pages, des auteurs et des comédiens ont été sollicités pour proposer leur relecture, ou tout du moins leur lecture du monde, comme l'auteur Maëlys de Kerangal et le comédien et metteur en scène Daniel Mesguich, qui est à mes côtés. Daniel Mesguich, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous comptez à votre actif plus d'une centaine de mises en scène pour le théâtre et une quinzaine pour l'opéra. Vous avez été l'acteur de plus d'une quarantaine de films de cinéma et de télévision, notamment signés François Truffaut ou Costa Gavras. Et au théâtre, vous avez joué à la fois votre propre spectacle, ou sous la direction d'Antoine Vitesse ou de Robert Hossein. Vous avez dirigé 2 centres dramatiques nationaux, le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis et le théâtre national L'Île-Tourcoing à la Métaphore. Dès 1983, vous avez enseigné au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, dont vous avez pris la direction de 2007 à 2014. Récitant aux côtés de grandes personnalités musicales, vous êtes régulièrement invité en tant que lecteur dans de nombreuses manifestations littéraires, comme le Marathon des mots. Dans le cadre de la lecture, Daniel Mesguich, merci de nous accueillir chez vous pour évoquer votre relation à la lecture à voix haute et au livre audio, notamment à travers un impressionnant coffret réunissant l'essentiel d'À la recherche du temps perdu paru chez Frémaux et Associés. Avant de rentrer dans le détail de votre lecture de Proust et de vous écouter lire 2 extraits de La recherche, je voudrais démarrer cette rencontre par une première séquence consacrée à votre vision de la lecture à voix haute et du livre audio, avec votre longue expérience du spectacle vivant. Quelle différence voyez-vous entre la lecture à voix haute, le livre audio et le théâtre ? La lecture à voix haute n'a pas toujours eu le vent en poupe. Je me souviens que quand j'avais commencé à faire c'était pour Gallimard à l'époque, à enregistrer avec Jean Montalbetti, je me souviens très bien de ça, La Métamorphose de Kafka. Beaucoup de gens à l'époque disaient « Oui, mais c'est fait pour les analphabètes. Enfin, il faut faire un petit effort, il faut lire, il n'y a pas d'orthographe, il n'y a rien. En plus, ça passe par sous les fourches caudines d'un acteur qui décide de le lire comme ci plutôt que comme ça, de quel droit, enfin bref. » Et donc ça ne marchait pas tant que ça, c'est l'idée même de livre audio. Et puis les choses ont changé. Les choses ont changé, notamment parce que les malvoyants avaient besoin de lire et que c'était évidemment plus facile d'avoir quelqu'un qui lit de manière enregistrée. Mais aussi, ça a changé parce que petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait un art de la lecture. Et l'art de la lecture, donc, comme vous le disiez, n'est pas du tout le même que celui du théâtre ou du cinéma. Par exemple, je connais, moi, des acteurs qui sont d'excellents lecteurs, mais qui ne sont pas de si bons acteurs que ça, et des acteurs fabuleux qui ne savent absolument pas lire. Donc c'est vraiment deux mondes différents, même s'il y a des points communs, comme toujours. Je dis comme toujours parce qu'il y en a aussi entre le cinéma et le théâtre, mais ce sont 2 arts très différents. Il y en a même entre l'opéra et le théâtre. Évidemment, ce sont 2 arts différents, etc., etc.
Mais en l'occurrence, donc, vraiment, il y a beaucoup plus de différences que de similitudes entre l'art de lire à haute voix, et le théâtre. Pour plusieurs raisons, j'imagine. D'abord parce que au théâtre, il y a une image. Il n'y a pas d'image quand on lit un livre à haute voix. La seule image, c'est un lecteur qui tourne les pages. Enfin. Donc c'est très vite lassant. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'espace, donc ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ouverture sur le monde. Il y a simplement quelque chose d'intérieur qui s'extériorise par la voix, mais qui reste intérieur. C'est la manière intérieure qu'a une personne, en l'occurrence le lecteur, de lire un texte. Les différences aussi sont très grandes parce que il y a toujours, quand on joue au théâtre, l'idée qu'on passe par une médiation, par un personnage, appelons ça comme ça, même s'il faut mettre, à mon avis, d'énormes guillemets à ce mot-là, il rappelle tellement le 19e siècle, mais malgré tout, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler le personnage, quoi qu'on fasse. Et donc, il y a un personnage. Il n'y a pas de personnage quand on lit un livre, quand on lit un livre à haute voix. Quand on lit un livre à haute voix, on se contente, me semble-t-il, c'est ce que j'ai coutume de dire, de raviver une voix qui s'était asséchée, en quelque sorte, dans l'encre même de l'impression du livre. Quand on voit un livre écrit sur des pages blanches, des caractères imprimés sur une page blanche, eh bien, il y a une voix au fond de tout ça. Au fond de l'encrier, il y avait de la voix. Il y avait une voix. Mais cette voix n'est pas la voix de l'auteur, elle n'est pas la voix, encore moins du lecteur qui n'existait pas quand on a imprimé le livre, elle n'est pas la voix d'un lecteur, elle a la voix de rien du tout. Elle est la voix de l'écriture, si j'ose dire. De l'acte d'écrire, de l'action d'écrire. Et cette voix-là, je pense que le lecteur à haute voix, celui qui enregistre le livre audio, a à la raviver. Ça ne veut pas dire se prendre pour elle. Ouais. Il ne se prend pas pour l'auteur, il ne se prend pas pour un lecteur privilégié ou je ne sais quoi. Il ravive cette écriture, il ravive cette encre en quelque sorte. Il a une voix d'encre. C'est ça qu'il faudrait arriver à faire. Alors évidemment, c'est un vœu pieux, parce que dès qu'il y a lecture, par quelqu'un, il y a quelque chose qu'on pourrait nommer des partis pris, après tout. Je décide d'aller vite sur ce passage, je décide de faire entendre très précisément, ou alors à peine, des allitérations ou des assonances, je décide d'aller à ce rythme-là pour ce passage-là, et à cet autre rythme pour cet autre passage, à prendre une voix plus grave là, etc. etc. Et évidemment, je transforme le texte, parce que le texte était un rien prêt à tout, si j'ose dire, et voilà que tout à coup je referme quelques portes et quelques fenêtres, je décide que c'est comme ci et pas comme ça. Le théâtre le fait sans cesse. Si je monte Andromaque et que j'engage une actrice qui serait grande et blonde, eh bien, pour jouer Hermione par exemple, eh bien, je me prive de toutes les petites brunes ou des moyennes rousses, enfin, qu'il pourrait y avoir pour jouer Hermione. Vous voulez dire que le théâtre c'est choisir, c'est quelque part éliminer? Le théâtre c'est éliminer, c'est choisir. Le théâtre prend parti, en quelque sorte. La lecture à haute voix prend le moins possible parti. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fasse pas, encore une fois, mais elle le fait le moins possible. Elle a à être plus loyale, plus honnête, pas plus honnête, parce que le théâtre n'est pas malhonnête, bien évidemment, ni déloyal, mais elle a à laisser ouvertes le plus possible les portes et les fenêtres du sens, de la signification. Laissons ouvert tout ça et on verra bien ce qui se passera. Alors que le théâtre dit c'est comme ci et c'est comme ça ce soir-là. Mais le théâtre ne met aucun point final à un texte. Si je monte Andromaque, c'est moi qui monte Andromaque. D'autres le monteront après moi, différemment, etc. Le texte n'en finira plus d'être monté et moi je n'aurais été qu'un moment. Donc il y a une certaine humilité du théâtre, malgré les apparences, malgré son côté péremptoire, il y a une humilité, alors que la lecture à haute voix prétendrait, je ne dis pas que ce soit le cas dans la réalité, bien sûr il y a toujours à refaire, mais d'une manière générale, la lecture à haute voix prétendrait dire, voilà, j'ai mis le point final à l'interprétation, je l'ai joué le plus ouvertement possible, je l'ai dit le plus nettement possible. Je crois d'autre part que la lecture à haute voix, elle a un avantage. D'abord, elle simplifie. Pendant le cas de Proust, moi j'ai reçu beaucoup de lettres de gens qui me disaient « Merci, le livre me tombait des mains et grâce à vous, je l'écoute avec un ravissement, etc. etc. » Après tout, ça les regarde, et moi je pense que le livre est un ravissement, le livre à lire soi-même est un ravissement. Mais il y a parfois une difficulté à d'emblée se retrouver à deux
à être d'un côté le livre, de l'autre le lecteur que je suis, et puis tout à coup, voilà, il faut prendre la citadelle d'assaut. Et cette citadelle, elle est impersonnelle. Un livre, c'est un volume, un parallélépipède, voilà, froid, il ne me parle pas, il ne me dit rien, etc. Un livre audio, ça passe par un lecteur, il a une voix, une chaleur, une humanité, il me tend la main, il est un pont entre moi et le livre, entre moi lecteur et le livre. Il arrange aussi, par exemple, si on prend le cas de Proust. Moi, je sais que l'art de Proust a 99% pour moi, entre autres, hein, mais bien sûr, parce que le 1% qui reste est énorme, mais n'empêche que c'est surtout, quand on le lit, l'art de la virgule. Ce sont des virgules qui n'ont jamais les mêmes valeurs. Il y a des toutes petites virgules de rien du tout qui sont les virgules de la suite des choses. Si je dis la tasse, le micro, la table, la tasse, virgule, le micro, virgule, la table. Voilà, c'est une énumération et c'est tout. Mais il y a des virgules un peu plus importantes qui séparent deux propositions. Il y a des virgules encore plus importantes qui s'opposent, qui opposent deux choses vraiment. Il y a des virgules qui sont énormes, qui font basculer toute la phrase, et Dieu sait que la phrase chez Proust, quand elle est longue et quand elle fait 2 pages et demie, cette virgule-là, il ne faut pas la rater. Voilà, etc., etc. Et donc, si quelqu'un... En plus, il y a des parenthèses entre 2 virgules, des virgules dans les parenthèses, bien sûr. Il y a des tirets dans les parenthèses, des virgules entre les tirets qui sont eux-mêmes dans des parenthèses, etc., etc. Donc c'est d'une difficulté folle, c'est de la rhétorique, et c'est la poétique et de la rhétorique en même temps, c'est très très complexe. Et si quelqu'un a fait ce travail, et par ses inflexions seulement, vous guide, quel bonheur, enfin voilà. Donc je pense que ça aide de ce point de vue-là. Mais ça a des avantages. Si je lis à haute voix, par exemple, je peux rétablir, je peux me tromper. Moi, il m'est arrivé de lire Proust avant d'avoir à le lire à haute voix. Et quand j'étais, depuis l'adolescence même, je le lis de temps en temps. Il me tombait des mains, comme à beaucoup de gens aussi. Hein. Je ne sais pas de dire que j'étais un proustien chevronné, ce n'était pas le cas. Ça l'est devenu. Depuis que j'ai lu à haute voix Proust, maintenant je suis un proustien pur et dur. Mais à l'époque, je ne l'étais pas. Et ça me tombait un peu des mains. Je reconnaissais son prestige, comme dit Brassens pour Claudel. Mais bon, voilà. C'était pas non plus mon auteur de prédilection. Mais je rétablissais, je le lisais, je me trompais évidemment, mes virgules étaient fausses. Ah oui, d'accord, mais bien sûr. Et hop, ça y est, je revenais à l'autoroute, alors que j'avais pris un chemin de traverse. Quand on lit à haute voix, on ne peut pas faire ça. Quand on lit à haute voix, il faut absolument ne jamais se tromper. Et donc c'est une difficulté folle pour le lecteur. Mais ce lecteur se venge, si j'ose dire, par son rythme. C'est-à-dire que, tout à coup, si je ne me suis pas trompé, tant mieux, mais si jamais j'ai été trop vite, par exemple, pour un lecteur, si malgré tout, malgré ce travail, je suis allé trop vite, eh bien, alors le lecteur ne peut pas revenir en arrière. Trop tard, ou alors il faut qu'il rembobine, enfin, mais trop tard. Il ne peut pas rétablir tout seul. Il est obligé de suivre mon rythme, en quelque sorte. Et donc c'est une mainmise, que je le veuille ou non, et malgré l'ouverture que je disais tout à l'heure, malgré tout cela, je crois qu'il y a une tyrannie de la lecture à haute voix. Malgré tout. Même si elle se veut le plus honnête possible, le plus doux, calme, ouvert possible. Je pense par exemple, j'ai lu souvent des auteurs comme Camus ou comme Romain Gary, qui n'ont entre eux aucun rapport, mais donc c'est des écritures relativement simples, claires, nettes, pas du tout les entrelacs proustiens. Et bien, même là, alors que ça semblait très net, aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est un maringot, etc. Même comme ça, déjà, je dis des choses, j'oblige à une certaine lecture. Et pourtant, j'ai essayé d'être le plus carré, le plus simple, le plus neutre possible. Voilà, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, les différences, pour clore très vite, les différences entre le théâtre et la lecture à haute voix, c'est qu'il n'y a pas de personnage dans la lecture à haute voix, et il n'y a pas d'espace dans la lecture à haute voix. Donc les gestes sont inutiles, ils peuvent aider le lecteur, mais ils ne servent à rien. Le fait de jouer un personnage quand on fait quelque chose ne sert à rien. Ben voilà, il faut jouer l'écriture. C'est donc une chose beaucoup plus ample, en quelque sorte.
Et vous diriez que comment on peut le définir, cet objet qui est le livre audio, donc qui est de la lecture à voix haute finalement enregistrée, donc il y a cette question de l'enregistrement, et effectivement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un livre enrichi? Est-ce que c'est un livre augmenté? Comment le qualifier, ce livre audio? Le problème que nous avons, je crois, nous, quand nous essayons de qualifier justement les choses ou de les percevoir, c'est que nous avons toujours l'impression qu'une chose en exclut une autre. Quant à moi, je pense que les choses ne s'excluent pas. Si il n'y avait plus de livres imprimés et que des livres audio, alors faudrait qu'on en reparle. Mais les livres imprimés continuent à exister. Et dans mon esprit, par exemple, j'ai lu l'essentiel de la recherche du temps perdu pour les éditions Frémaux, mais dans mon esprit, pour bien écouter ce livre, il faut avoir le livre sous les yeux, le livre imprimé sous les yeux. Oui. Pour bien écouter le livre audio, il faut avoir le livre écrit. Sinon sous les yeux, bon, ce serait mieux sous les yeux, mais ça obligerait à ne rien faire d'autre que ça. Sinon sous les yeux, du moins pas loin, enfin, en tout cas on peut s'y reporter juste après ou juste avant, enfin voilà. Et je trouve que c'est fondamental. Et donc si le livre imprimé continue à exister, alors c'est un enrichissement de ce livre. Si on imagine que c'est ça ou rien, alors c'est un appauvrissement. Oui. Il y a peut-être aussi un paradoxe lié à l'époque. Moi, je trouve assez étonnant que finalement on fasse aujourd'hui appel à des technologies très élaborées pour développer alors le livre audio, mais aussi le podcast, enfin le grand retour de la voix sous toutes ses formes, en passant effectivement par le digital. Et est-ce que là aussi c'est assez étonnant de se dire que c'est pour revenir finalement à ce qu'il y a de plus archaïque en nous, c'est-à-dire la voix. Qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe ? Qui n'en est peut-être pas un d'ailleurs. Ben non, mais vous l'avez dit, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que, oui, bien sûr. Vous savez, le comble de la technique ou de la technologie, souvent, c'est pour arriver à ça. Moi, j'avais un professeur, je vous raconte ça très vite, et vous le couperez peut-être au montage si vous voulez. J'avais un professeur qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Pierre Debauche. Et Pierre disait la chose suivante, il disait « Le cinéma a fait d'énormes progrès. Au début, c'était de la photo. C'était immobile, pas comme dans la vie, donc, et en noir et blanc, pas comme dans la vie. Et puis après, il a bougé, comme dans la vie. Mais il restait en noir et blanc, pas comme dans la vie. Mais enfin, il a bougé comme dans la vie. Et puis après, mais il ne parlait pas. Et puis après, il a parlé comme dans la vie. Et il bougeait comme dans la vie, mais il restait en noir et blanc. Et puis après, il y a eu la couleur, comme dans la vie. Alors, il était en couleur, il avait voilà la vie. Voilà la vie qui nous rejoint. Il était en couleur comme dans la vie, il parlait comme dans la vie, et il bougeait comme dans la vie. Et bientôt, on pourra toucher les comédiens, et alors ce sera du théâtre. C'est-à-dire que le comble des progrès du cinéma, c'était pour en arriver au théâtre. Eh bien, je pense que c'est un peu ce qui se passe avec le livre audio. Le comble de la technologie pour mieux entendre la présence. Ce qui est le plus beau pour moi, c'est de faire entendre l'encre. C'est ça, en réalité, dont nous parlons depuis tout à l'heure. Faire entendre de l'encre. Cette fameuse voix d'encre ou d'imprimerie. Voilà, c'est ça, la voix de l'imprimerie. Oui. C'est-à-dire que la voix de l'encrier, oui, c'est ça. L'encrier, oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une voix qu'on ravive, mais du coup, ça consiste à dire l'encre qui ne s'entend pas, moi je vais vous la faire entendre. La principale technologie, c'est celle de l'acteur. C'est lui qui fait ça. Alors qu'après, maintenant, il y a une duplication possible par tel ou tel moyen technologique, bien sûr. Mais ça n'est que la duplication. Le vrai miracle, si j'ose dire, n'est pas la technologie. Le vrai miracle, c'était l'acteur avec sa voix. Alors vous avez beaucoup parlé de voix, et c'est normal. On peut penser à Barthes. Alors pour vous, le livre audio, ce serait plutôt le plaisir du texte ou le grain de la voix ? Les deux. Les deux. Mais bien sûr, c'est le grain de la voix. Bien évidemment, c'est le grain de la voix. C'est essayer de faire entendre... oui, c'est ce que je viens de dire. C'est de faire entendre la consonne, ce qui n'existe pas. Une consonne ne se fait pas entendre. Elle n'a pas de son. Et le lecteur, c'est celui qui dit ça. C'est celui qui veut faire ça. Donc c'est très prétentieux aussi. C'est dire, je vais donner sa voix, comme s'il n'y en avait qu'une, au texte.
Moi, je trouve que c'est ça qui est beau aussi, c'est d'essayer de faire entendre les allitérations, les assonances, les rythmes internes, parce que ça change tout. Ça change tout. Selon la manière dont quelqu'un va lire à haute voix un texte, vous allez le trouver génial, ce texte, c'est pour ça que je dis que c'est les deux, vous allez trouver ce texte génial ou pas. Et simplement parce que le lecteur à haute voix aura été génial ou pas. Il aura entendu quelque chose ou pas. Oui, vous avez parlé d'artistes et de créateurs tout à l'heure. Finalement, un livre audio, c'est à la fois un auteur qui écrit ce livre originel, c'est un comédien qui le lit, c'est parfois une musique qui l'accompagne, donc un compositeur, un musicien qui intervient, parfois un illustrateur, voire un plasticien. Est-ce que le livre audio n'est pas finalement un moyen de réconcilier l'écosystème de la création dans sa globalité ? Une sorte d'œuvre, alors pas totale, parce qu'il faut se méfier de ce terme-là, mais une œuvre en tout cas qui a une capacité à déployer le livre dans des dimensions qu'on ne perçoit pas immédiatement. Oui, mais parce que là, vous décrivez le livre comme étant, quand vous dites total, ou même si vous mettez les guillemets, comme étant un résultat. Mais on pourrait tout simplement se dire, c'est ouvert. C'est-à-dire que c'est un processus. Le livre audio, c'est le début de quelque chose qui s'augmente. On peut l'augmenter de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Ça suscite d'autres arts. Non pas pour une fois pour toutes le clore et dire, voilà, c'est total, mais c'est ouvert. Parce qu'il peut y avoir cet illustrateur ou un autre illustrateur. Il peut y avoir cet acteur ou un autre acteur. Enfin, voilà. La seule chose qui va rester, comme si elle était éternelle, je dis bien comme si, car rien n'est éternel, encore une fois, mais c'est la lettre du texte, c'est ce qui est imprimé. Voilà. Ça, c'est immuable. Mais tout le reste bouge. Les lecteurs eux-mêmes d'un livre meurent, enfin changent. Et on a vu souvent des livres avoir un très grand succès à telle époque et ne plus en avoir du tout à telle autre. Ou l'inverse, enfin l'inverse un peu moins, mais ça peut arriver aussi. L'autre est amant, par exemple. Donc je crois que le lecteur à haute voix, c'est le début de quelque chose, mais qui prétend dire « je suis l'écriture ». C'est ça surtout qu'il faut se rappeler, je crois. Le lecteur à haute voix dit « je suis l'écriture », alors que je suis la voix de l'écriture. Alors que pas le théâtre, pas le cinéma, pas l'illustrateur, pas le musicien qui aura rajouté la musique, etc. C'est donc quand même un petit peu différent. Je suis la voix de l'écriture. C'est un peu ce que semble dire le lecteur à haute voix, oui, d'un livre audio. Je suis la voix de l'écriture. Daniel, vous allez maintenant nous lire un passage d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, et je crois que vous avez choisi un extrait très marquant. Ce sont les Cattleya. Donc un court extrait de Un amour de Swann. Il monta avec elle dans la voiture qu'elle avait et dit à la sienne de suivre. Elle tenait à la main un bouquet de Cattleya, et Swann vit, sous sa fanchon de dentelle, qu'elle avait dans les cheveux des fleurs de cette même orchidée attachées à une aigrette en plume de cygne. Elle était habillée, sous sa mantille, d'un flot de velours noir qui, par un rattrapé oblique, découvrait en un large triangle le bas d'une jupe de faille blanche et laissait voir un empiècement, également de faille blanche, à l'ouverture du corsage décolleté, où étaient enfoncées d'autres fleurs de Cattleya. Elle était à peine remise de la frayeur que Swann lui avait causée, quand un obstacle fit faire un écart au cheval. Ils furent vivement déplacés, elle avait jeté un cri et restait toute palpitante, sans respiration. « Ce n'est rien, lui dit-il, n'ayez pas peur. » Et il la tenait par l'épaule, l'appuyant contre lui pour la maintenir. Puis, il lui dit « Surtout, ne me parlez pas. Ne me répondez que par signes, pour ne pas vous essouffler encore davantage. Cela ne vous gêne pas que je remette droite les fleurs de votre corsage, qui ont été déplacées par le choc. J'ai peur que vous ne les perdiez, je voudrais les enfoncer un peu. » Elle, qui n'avait pas été habituée à voir les hommes faire tant de façons avec elle, dit en souriant « Non, non, pas du tout, ça ne me gêne pas. » Mais lui,
intimidé par sa réponse, peut-être aussi pour avoir l'air d'avoir été sincère quand il avait pris ce prétexte, ou même commençant déjà à croire qu'il l'avait été, s'écria « Non, surtout ne parlez pas, vous allez encore vous essouffler. Vous pouvez bien me répondre par geste, je vous comprendrai bien. » Sincèrement, je ne vous gêne pas. Voyez, il y a un peu de... Je pense que c'est du pollen qui s'est répandu sur vous. Vous permettez que je l'essuie avec ma main? Je ne vais pas trop fort. Je ne suis pas trop brutal. Je vous chatouille peut-être un peu, mais c'est que je ne voudrais pas toucher le velours de la robe pour ne pas le friper. Non, voyez-vous, il était vraiment nécessaire de les fixer. Ils seraient tombés. Et comme cela, en les enfonçant un peu moi-même, sérieusement, je ne suis pas désagréable, et en les respirant pour voir s'ils n'ont vraiment pas d'odeur non plus. Je n'en ai jamais senti, je peux? Dites la vérité. Souriant, elle haussa légèrement les épaules comme pour dire « Vous êtes fou, vous voyez bien que ça me plaît. » Merci pour la lecture de ce passage charmant, je ne sais pas comment on peut le définir. Quel a été le déclic pour vous décider de vous attaquer à cette cathédrale qui est à la recherche du temps perdu de Proust et de vous lancer dans cette lecture folle? L'idée n'est pas venue de moi. D'abord parce que très souvent les acteurs n'ont pas à voix au chapitre. C'est pas eux qui disent j'ai envie de faire ça. Ça peut arriver, ça m'est arrivé, mais c'est rare. Non, c'est Claude Colombini qui s'occupe des enregistrements chez Frémaux, des enregistrements de littérature chez Frémaux, littérature, philosophie et autre chose d'ailleurs, et qui un jour m'a dit, j'avais déjà fait des choses pour Frémaux, et qui un jour m'a dit, Daniel, il y a un grand projet, ce serait la recherche du temps perdu. Je lui réponds, mais ça n'a pas déjà été fait, parce qu'effectivement il y avait une édition rivale qui venait de le faire. Et elle me dit oui, mais ça a été fait avec plein de gens différents, de manière inégale d'ailleurs, ce en quoi je lui donne raison. Et ça n'empêche pas qu'on peut très bien le faire, nous, avec un seul narrateur, qui serait toi, etc. Et j'ai répondu oui. Voilà, donc ça c'est très anecdotique et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, bon, quand on a vu malgré tout l'ampleur de la chose, enfin, je savais quelle était l'ampleur, je connaissais la quantité de textes de Proust, mais je n'imaginais pas que ça durerait aussi longtemps. Je crois que ça a duré, alors je ne sais pas exactement. Je sais que nous ne sommes pas d'accord, Claude Colombini et moi, et je sais que chaque fois que je dis un chiffre, elle me dit non, c'est pas ça, c'est celui-là. Alors elle va sûrement dire la même chose aujourd'hui, parce que j'ai déjà oublié en plus ce qu'elle disait et ce que je disais moi-même. Mais je crois grosso modo que ça a duré entre 2 et 3 ans. Enfin voilà, ça a duré longtemps. Oui, alors qu'un enregistrement de livre audio par un comédien dans un format, disons, traditionnel, ça peut se faire c'est 2-3 séances, 2-3 séances, ouais. oui, en principe. Enfin, ça dépend, ouais. Ça dépend de la difficulté ouais. et la longueur. Mais oui, en 2-3 séances, en principe, ouais. C'est fait. Là, il a fallu un nombre incalculable de séances. Et surtout, c'est pour ça que je dis 3 ans, mais c'est peut-être 4, j'en sais rien. C'est-à-dire que nous ne nous voyions, Claude Colombini, Coco, qui était la personne qui s'occupait de l'enregistrement dans le studio, et moi-même, que quand chacun pouvait. Alors, parfois, j'étais libre, Claude était libre, mais pas Coco. Parfois, Coco et Claude étaient libres, mais pas moi. Parfois, moi, etc. Et donc, quand enfin les 3 étaient libres, hop, on enregistrait. Et ça veut dire qu'il pouvait y avoir une semaine où on enregistrait 3 ou 4 fois dans la même semaine, et puis 3 autres semaines où on n'enregistrait pas du tout, parce qu'on n'était pas libre, tout simplement. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça, de manière très détendue, très, très disloquée, mais quand même avec une continuité, d'abord parce que Claude continuait à travailler sur les textes, et elle savait où on en était, ce qui se passait, mais aussi moi-même parce que j'étais de plus en plus accro, si j'ose dire, à Proust. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé, je ne devrais pas dire ça en public, parce que les acteurs doivent rester, comme le voulait Diderot, assez de marbre. Et c'est aux spectateurs à être émus, pas aux acteurs. Et pourtant, je peux vous dire qu'il m'est arrivé de lire et d'avoir la chair de poule. C'est-à-dire que je lisais, et tout d'un coup, mais c'est génial, c'est génial. Parce que j'entendais, sur le moment, comme ça, qui me jaillissait au visage, enfin,
aux oreilles, je ne sais pas, dans la langue, enfin peu importe, mais qui jaillissaient comme ça. J'entendais des choses que je n'avais jamais vues, que je n'avais jamais entendues, que je n'avais jamais comprises. Et tout à coup, je me dis, mais oui, il a fait ça, mais ça c'est formidable, ça répond à ça. Et ça, oh là là, et puis alors là, ces deux consonnes qui reviennent comme ça, etc. Et j'entendais des choses que je crois une lecture dans ma tête, silencieuse, ne m'aurait pas fait entendre. La manière dont nous procédions était la suivante, immuablement. Je le lisais une première fois pour moi-même, dans ma barbe, comme ça. Et puis ensuite, je le lisais comme si nous allions l'enregistrer. D'ailleurs, nous l'enregistrions. Mais je savais que ce n'était pas la bonne version. Et je lisais, alors des extraits qui allaient, grosso modo, qui faisaient 2, 3, 4 pages. Ouais. Par petits blocs, comme ça. Voilà, je lisais 4 pages, et puis je disais, bon, voilà. Alors, immuablement, Claude et Coco me répondaient, eux, ils étaient derrière la vitre, moi dans le studio, devant mon micro, me répondaient, c'est formidable, c'est parfait, on ne le refait pas, on avance. Et je répondais immuablement, mais c'était un rituel. Hein. Je dis, oui, mais ça peut être beaucoup mieux, on va le refaire. Et évidemment, on le refaisait. Et c'était mieux d'ailleurs, car la deuxième version était toujours meilleure que la première. En tout cas, en ce qui me concerne, je sais qu'il y a des acteurs qui préfèrent la fraîcheur du jaillissement de la première version. Moi, c'est jamais mon cas, je préfère le réfléchi et la connaissance de la deuxième, voire de la troisième, la quatrième. Voilà. Et immuablement donc, à part quelques petites bavures qui pouvaient arriver, mais c'était la deuxième version, la deuxième lecture que nous gardions. Donc dans le coffret, l'essentiel de la recherche du temps perdu, chez Frémaux, eh bien, il y a systématiquement les deuxièmes versions, les deuxièmes lectures. Voilà. C'est comme ça que nous faisions. Moi, je crois que je suis devenu proustien à ce moment-là. Et c'est le fil qui m'a tenu. Parce que ça aurait pu me tomber des mains, enfin, en tout cas, me tomber des oreilles, je ne sais pas comment dire. J'aurais pu me dire, bon, allez, oh là là, c'est fastidieux, il faut encore lire du Proust, on est marre de Proust, etc. Et non, c'était de plus en plus, j'attendais avec impatience, j'étais heureux de voir sur mon planning, au milieu de mille autres choses, ah, demain, enregistrement Proust. J'adorais ça. Voilà. Vous diriez qu'on devient proustien en lisant à voix haute Proust, parce que j'ai l'impression qu'on a un engouement. C'est ce qui m'est arrivé en tout cas. C'est ce qui vous est arrivé. Et puis j'ai l'impression qu'on a un engouement populaire pour la lecture de Proust, avec des marathons Proust, avec des week-ends Proust, avec des journées de lecture, des films qui sont même réalisés à partir de milliers d'intervenants qui chacun lit 6 minutes dans la recherche du temps perdu. Alors est-ce que c'est en lisant Proust à voix haute, effectivement, qu'on le devient à chaque fois, à tous les coups? Je ne dois pas répondre à la question, mais je sais que moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'était vraiment ça. Je l'ai découvert en le lisant à haute voix. Pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on lit à haute voix, on est obligé de savoir où on va. Si la phrase fait, comme c'est souvent dit de manière un peu caricaturale, c'est pas toujours le cas, chez Proust, loin de là. Mais enfin bon, il y a effectivement des phrases qui font 2 pages ou 3 pages. Ça peut arriver. Et si la phrase fait 3 pages, par exemple, si vous ne savez pas où ça va, vous ne pouvez pas la lire à haute voix. Vous pouvez la lire dans votre tête. Dans votre tête, vous pouvez toujours rectifier. Vous commencez, c'était faux, mais c'est pas grave. Ah oui, d'accord, je vois. Hop, et on rectifie. On n'a même pas besoin de relire. On réadapte comme ça. On le rabiboche avec le sens. Et hop, on continue. Mais vous ne pouvez pas vous amuser à faire ça dans un disque. Enfin, dans un disque, il faut savoir exactement ce qui se passe, comme si l'écriture avançait implacablement. Et donc, il faut savoir où vous en êtes, il faut savoir donner les justes valeurs des fameuses virgules dont je parlais tout à l'heure, et il faut surtout aller au bout de cette phrase, de cette pensée dans la phrase. Et c'est ça qui m'a rendu proustien. Proust a le pressentiment, la sensation, je dirais, de quelque chose. Et il part d'un principe formidable, qui est une confiance immense dans la langue française. C'est comme s'il disait au début de chaque phrase, la langue française va pouvoir le dire. Et pourtant, c'est une chose ténue, presque impossible, impalpable, enfin, une nébuleuse, une chose fantomatique. La langue française va pouvoir le dire. Et il commence à le dire. Et il va dans les moindres recoins avec son fameux chalumeau, pour aller dans les tuyaux les plus tordus, les plus retors, comme ça, les plus fins par moments, pour arriver à le dire. Et il le dit à la fin de la phrase. Et ça, je l'ai découvert en lisant à haute voix. Quand on le lit dans sa tête, on ne s'en rend pas forcément compte. Au contraire, on peut même, comme cette réaction idiote qu'avait eue
paraît-il, André Gide. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une espèce de mondanité, comme ça, emphatique et amphigorique, enfin, et lourdingue, on ne comprend rien, c'est très énervant, et puis en plus, ça n'a aucun intérêt, enfin, c'est ancien, c'est le monde ancien qui se complaît, etc., etc. Voilà, c'est évidemment d'une rare bêtise. Mais je peux très bien comprendre qu'on pense ça aussi. Je connais des jeunes gens qui ouvrent bouche, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, c'est ennuyeux au possible. Vous êtes vraiment sincère quand vous dites que c'est bien? Eh bien, oui, non seulement je suis sincère quand je dis que c'est bien, mais je suis même au-delà de tout ça. Parce que j'ai fini par entendre, en le disant à haute voix, qu'il arrivait à tout dire, même la chose qu'on pouvait imaginer comme étant indicible. Or, dire l'indicible, c'est ça la littérature, non? Bien sûr. Voilà, il est la littérature en personne. Et puis, il y a ce que vous évoquiez, et qui fait parfois, je trouve, l'objet d'une sorte d'arithmétique un peu absurde, un peu étonnante. On a par exemple calculé que la phrase proustienne faisait en moyenne 47 mots, alors, et que les auteurs de langue française seraient plutôt à une vingtaine de mots. Et c'est vrai, vous l'évoquiez, c'est peut-être ce qui a fait que Proust est perçu comme difficile d'accès par certains lecteurs. On a dans Sodome et Gomorrhe, je crois, une phrase qui fait 850 mots, alors que la toute première, longtemps je me suis couché de bonne heure, n'en fait que 8. Donc on a aussi des moments de brièveté au milieu de cette phrase proustienne très, très, très longue. On a aujourd'hui quand même un engouement autour de Proust, autour de la figure de Proust. On redécouvre Proust, sans doute grâce à ses lectures à voix haute, grâce à ses livres audio. Est-ce que vous avez le sentiment que là, on a un phénomène de mode qui s'est intensifié au fil des années? Encore une fois, je ne peux pas vous répondre, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je crois aussi, vous savez, les réactions, je ne peux pas parler à la place des autres, mais les réactions, 9 fois sur, je peux parler de ma réaction à moi, c'est ce que je viens de faire. Mais pour les autres, je ne sais pas. Mais d'une manière générale, je sais que les réactions des gens sont tout sauf directes. Ce n'est pas parce que ça me plaît que je l'aime. Je dis que j'aime. D'abord, je dis que j'aime et non pas j'aime. Je dis que j'aime parce qu'il faut dire ça, parce que c'est mieux de dire ça, parce qu'il y a des effets de mode, effectivement, parce qu'il y a des effets d'obligation. Pour avoir l'air intelligent, il vaut mieux aimer ça que ça, etc., etc. Moi, je sais qu'il y a des écrivains qui sont tombés, et dans la plupart des cercles un peu intellectuels ou intelligents ou intéressants de la littérature française ou de la pensée française, si vous célébrez ces écrivains-là, vous êtes un ringard, vous êtes un has-been, vous êtes un naïf, enfin, etc. Bon, alors on se tait, mais on les aime en secret. Et au contraire, il faut dire du bien de tel ou tel, etc. etc. Bon, tout ça est lamentable. Moi, je vois bien au théâtre, par exemple, la plupart des gens n'ont pas... Je parle des gens qui croient qu'ils sont autorisés à donner leur avis à d'autres. Je ne parle pas des simples spectateurs qui honnêtement viennent voir pour aimer ou ne pas aimer, comprendre ou ne pas comprendre quelque chose, etc. Et la plupart des gens donc, qui vont donner leur avis se demandent pendant le spectacle ce qu'ils vont pouvoir donner comme avis. Et non pas parce qu'ils auront pensé vraiment telle ou telle chose ou aimé telle ou telle chose. Voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce que les lectures à haute voix font qu'on aime plus Proust aujourd'hui qu'auparavant, je n'en sais rien, mais il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire plus il y aura des lectures à haute voix, plus les gens diront que Proust est génial, plus d'autres diront que Proust est génial. Et donc évidemment, au bout d'un moment, beaucoup de gens diront que Proust est génial. Maintenant, est-ce qu'ils le pensent, est-ce qu'ils l'ont lu seulement? Je n'en sais strictement rien. Et je dirais peu importe. Ce qui compte, c'est que les choses existent. Leur réception est une deuxième paire de manches. Donc c'est autre chose encore. Alors vous l'avez lu dans une version, je le rappelle, qui est une version essentielle. C'est l'essentiel de La Recherche du temps perdu et non pas l'intégrale comme dans une version antérieure que vous évoquiez, avec une sorte de cordée de 6 comédiens s'attaquant effectivement à cette montagne. Vous l'avez fait seul. Alors le faire seul d'ailleurs, s'attaquer seul à un tel objet, justement à cette montagne, est-ce que ça donne un résultat au final en termes de couleurs particuliers? C'est pas à moi de le dire, mais c'est aux lecteurs évidemment et aux auditeurs. Moi je pense que oui, je pense que oui, et je crois que Claude Colombini, qui s'occupait donc de cet enregistrement chez Frémaux, aussi. Il n'y a qu'un narrateur dans le livre, il n'y a qu'un lecteur à haute voix dans le livre audio. Au fond, le narrateur, c'est ma voix, en quelque sorte.
quand il y a plusieurs lecteurs, c'est un peu comme si on cherchait l'exploit. On dit, enfin, je ne dis pas ça pour dire, pour défavoriser les rivaux, donc, puisque c'est une maison d'édition rivale. Mais je pense qu'effectivement, c'est moins rigolo, disons-le comme ça. C'est moins rigolo s'il y a plusieurs personnes, parce que c'est un peu comme si on disait d'abord, moi je lis mieux que toi, toi tu lis moins bien que moi, etc. Et puis c'est aussi comme pour dire, on n'y arrivera pas. Il vaut mieux se mettre à plusieurs. Moi je pense qu'il y a un narrateur, il a sa voix. Et c'est à moi à donner des couleurs, à ne pas être monotone, mais comme Proust l'est lui-même. Le narrateur n'est jamais le même d'un livre à l'autre, et même, je dirais, de quelques pages quelques pages plus loin, c'est un autre narrateur, en quelque sorte. C'est toujours le même, bien sûr, mais il a déjà changé, il a plus d'humour à tel moment, il est plus fatigué à tel autre, etc., etc. Et c'est à moi, donc, moi, lecteur, à suivre ça. Non pas, encore une fois, que j'ai eu à jouer le narrateur, je le répète, mais le narrateur se confond avec l'écriture. Et en l'occurrence, comme j'avais à jouer à l'écriture, je jouais aussi le narrateur. Et puis il y a les personnages, parce qu'il y a à peu près 200 personnages. Il y a énormément de personnages. D'autre part, c'est une saga. C'est une saga, 200 personnages. Est-ce que vous avez une prédilection particulière pour l'un d'entre eux ? Non, je crois qu'ils sont tous intéressants, parce que la manière dont Proust est capable de... Comment dire ? Non pas d'inventer, d'inventer et de ne pas inventer à la fois. Enfin, c'est très difficile avec Proust, parce qu'on ne sait jamais si c'est du récit ou pas, si c'est à quel degré c'est arrangé, à quel degré il y avait un peu de réalité qu'il a transformé, à quel degré il a tout inventé, etc. etc. C'est vraiment très compliqué. Comme pour les noms propres aussi. Enfin, les noms propres sont tous des mots valises et en même temps semblent tout à fait vrais, enfin, etc. etc. Tout est le comble de la subtilité en littérature. Il en va de même pour les personnages. Enfin, Charlus est un personnage génial, mais tous, ils le sont tous. Enfin, Françoise, la bonne, est géniale aussi à sa manière. Enfin voilà, tout le monde, la grand-mère, la mère bien sûr, tout le monde est formidable. Et évidemment, Albertine est... Mais en même temps, je pense que... Comment dire ? C'est pas Balzac. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui dit maintenant je vais vous camper des personnages. C'est très différent. Ils sont tous le chatoiement d'un seul qui est le narrateur, qui est lui-même, quoi. Il raconte le monde, mais il se raconte. Et il prend des allures de monde. Il est comme le monde. Il se subdivise ou se multiplie, comme vous voulez, en centaines d'autres, mais c'est toujours lui. Oui, il relise le monde, finalement, qui est le thème c'est le thème, oui. de ces nuits de la lecture. Oui. Bon, c'est le hasard, parce que j'imagine que ça a germé dans la cervelle de quelqu'un dans un bureau, et voilà, tout à coup, c'est devenu le thème. Et je ne pense pas que Marcel Proust ait obéi à cette idée-là. Mais ça n'empêche pas que, oui, c'est ça qui arrive. C'est que l'écriture se met à faire... La fluidité de l'écriture, tout d'un coup, se cristallise, se coagule, en quelque sorte, comme des grumeaux dans la soupe, enfin, hop, en Charlus, en Swann, en Albertine, etc. Mais c'est l'écriture qui travaille, et l'écriture, c'est lui, c'est ce narrateur. Nous allons maintenant découvrir La Voix des Pages, podcast de chronique de livres audio, et je vous propose d'écouter cette toute première chronique de 3 minutes. À tout de suite. La Voix des Pages. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, lu par Daniel Mesguich, chez Frémaux et Associés. Il y a quelques années, Daniel Mesguich confessait bien volontiers qu'il s'apprêtait à gravir l'Everest. Sans douter des qualités d'alpiniste du comédien et metteur en scène, on restait sur sa faim. On eut le fin mot de l'histoire que des années après, longtemps après, devrait-on presque dire, en découvrant un coffret de 25 CD chez Frémaux et Associés qui couvre l'essentiel d'À la recherche du temps perdu. L'essentiel, et non l'intégrale, comme dans d'autres tentatives antérieures pour s'attaquer à ce sommet littéraire vertigineux. Une intégrale avec une cordée de 6 interprètes athlétiques, André Dussolier, Lambert Wilson, Guillaume Gallienne, Robin Renucci, mais aussi Denis Podalides et le regretté Michael Lonsdal et sa voix si unique, et donc 6 couleurs différentes,
qui constituait la richesse de cette version kaléidoscopique proposée par l'éditeur de livres audio Telem. Mais Daniel Mesguich est seul pour affronter la fameuse et redoutée phrase proustienne. Pour résumer la terreur qu'elle a inspirée à tant de lycéens ou d'étudiants, on pourrait penser à ce titre énigmatique de l'un des ouvrages du prix Nobel de littérature Claude Simon, La bataille de Pharsale. Anagramme parfaite de la bataille de la phrase, formule emblématique du nouveau roman, selon le théoricien littéraire Jean Ricardou. Proust, dans l'imaginaire collectif, c'est une bataille de la phrase permanente. On l'a dit en effet longue, interminable, presque indicible cette phrase proustienne. Mais c'est loin d'être toujours vrai. Écoutez bien, la lecture est une amitié. 5 mots. Proust savait donc aussi faire court. Mais pour être tout à fait honnête, il y a un fond de vérité dans cette réputation. La plupart du temps, dans sa recherche du temps perdu à lui, Daniel Mesguich se bat. Il se bat avec cette fameuse phrase lorsqu'elle peut faire 2 pages, avec ses tirets et ses parenthèses, ses méandres, ses circonvolutions. Daniel Mesguich se déplace avec aisance dans l'univers proustien, ses pièges, ses chausses-trappes et ses labyrinthes. Il progresse au cœur de la psychologie humaine, de la mémoire, des sensations. Peu à peu, au zénith de son ascension, le comédien comprend qu'il a enfin dompté cette phrase proustienne et réussi, selon l'une de ses belles expressions, à réveiller la voix qui était dans l'encrier. Vous venez d'entendre la toute première chronique du podcast La Voix des pages, consacrée au défi que peut représenter la lecture à voix haute d'À la recherche du temps perdu, relevé avec brio par Daniel Mesguich. Nous allons revenir tout à l'heure à Proust à travers la lecture d'un autre extrait d'À la recherche du temps perdu, et pas n'importe lequel, mais nous allons d'abord faire un détour ou pratiquer une ouverture vers d'autres textes que vous avez enregistrés en livre audio afin de comparer ces lectures et ces univers à La recherche du temps perdu, si c'est possible. Mais alors, est-ce que vous savez combien de livres audio vous avez enregistrés ? Non, je suis désolé, non. Mais... allez, on va dire entre 60 et 100, pour rester très large. Je ne peux pas dire. Pas moins de 60 à mon avis, peut-être un peu plus quand même. Et vous avez enregistré des livres audio alors qui sont à la fois des classiques, des grands classiques, de la poésie. Vous avez aussi alors enregistré les aventures de Guignol, Bizet, l'Arlésienne, là encore des choses très très différentes. Alors dans cette palette, qu'est-ce qui singularise en fait à chaque fois l'expérience du livre audio ? Est-ce que c'est différent d'enregistrer, alors j'imagine que oui pour vous, d'enregistrer de la poésie, de lire un essai comme La Chambre claire de Roland Barthes et de s'attaquer à de la poésie populaire ? Oui, c'est différent parce que les œuvres sont différentes, bien sûr, bien évidemment. Je ne sais pas si j'ai raison de dire ça, parce que c'est ou bien une chose extrêmement banale que je vais vous dire, ou alors une chose pas banale du tout et tellement peu banale qu'elle va être un peu incompréhensible. Je vais quand même me lancer. Je vous écoute. Je crois que tout se passe en une fraction de seconde. C'est-à-dire que, par exemple, à Audiolib, on m'a demandé donc de lire La Chambre claire de Roland Barthes. Il se trouve que je connais bien Roland Barthes, enfin bien, on ne connaît jamais assez bien quelqu'un bien sûr, mais enfin j'ai lu, je crois, tout ce qui a été édité de Barthes, et plus que lu, étudié même d'une certaine manière, enfin pour mon plaisir, hein, pas du tout de manière scolaire, et j'étais un barthésien farouche lorsque j'étais plus jeune, je le suis toujours d'ailleurs d'une certaine manière, enfin j'ai évolué, j'ai changé, je ne suis plus aussi accroché que j'ai pu l'être à Roland Barthes, mais enfin, je l'aime encore. Je ne suis pas ingrat du tout. Et d'autre part, quand on m'a demandé donc de lire La Chambre claire, j'ai trouvé que c'était presque naturel. Mais évidemment, je suis la personne la plus autorisée à faire ça, parmi les acteurs qui lisent. Et je me suis régalé. Mais je vais le dire autrement. Pendant une fraction de seconde, vous savez ce dont il s'agit. Très bien. C'est comme si il y avait un trou noir et que toute la chambre claire ne faisait plus que une fraction de seconde de durée et un petit point dans l'espace, de rien du tout. Et ça y est, vous l'avez. C'est comme une petite pilule que vous avez dans la bouche. Ok. Oh, et maintenant, on y va, on déploie tout ça, on déplie tout ça.
si j'ai à lire un poème, c'est différent. Si j'ai à lire Alphonse Daudet, qui n'a rien à voir évidemment avec La Chambre claire de Roland Barthes, c'est encore différent. Etc. Mais chaque fois, en une fraction de seconde, très bien, je vois ce que c'est. Et hop, on y va. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'on se prenne pour, que l'on se leurre soi-même, qu'on interprète au sens où on incarnerait je ne sais quoi. Bien sûr que non. Ça veut simplement dire qu'on sait de quoi il s'agit. Il suffit ou qu'on croit savoir de quoi il s'agit, parce qu'après tout, je peux me tromper sur La Chambre claire, comme je peux me tromper d'ailleurs tout aussi bien sur Alphonse Daudet ou Freud. Mais je dis Freud parce qu'il y a aussi, il y a aussi un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, que j'ai enregistré pour les éditions des femmes. Et je crois que chaque fois, donc, il faut, en une fraction de seconde, savoir de quoi il s'agit. Mais après tout, c'est ce qui arrive au théâtre, avant d'entrer en scène, au moment même où vous avez encore le pied gauche, si vous entrez par le pied droit, encore le pied gauche en coulisses et le pied droit sur la scène, en une fraction de seconde, ça y est, vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Et ça s'appellerait peut-être la concentration, même si le mot sonne, à mon avis, de manière un peu fausse aujourd'hui, et plus que jamais peut-être depuis la guerre, mais c'est parce que moi j'appellerais plutôt ça de la distraction. C'est-à-dire c'est une grande distraction, une fondamentale et essentielle distraction. Et du coup c'est ça qu'on appellerait la concentration. Eh bien je pense que cette fondamentale, fulgurante et fondamentale distraction, c'est elle qui fait la différence entre Bouvard et Pécuchet et Roland Barthes, entre Flaubert et Roland Barthes, ou entre Daudet et Freud, enfin. Voilà. Alors on voit cette variété de livres audio, effectivement. Là, j'évoquais Guignol tout à l'heure, La Métamorphose, Kafka, Rictus, voilà, des choses très, très variées. Est-ce que vous avez en ce moment même un livre audio en chantier ? Non, enfin je devrais, parce que j'ai promis à Frémaux, encore Frémaux, les mêmes que pour Proust, j'ai promis de faire un petit montage Jacques Derrida pour eux. Je dis j'ai promis, mais je n'ai fait que promettre pour l'instant et je n'y ai pas travaillé. C'est très, très difficile. Derrida est déjà un auteur difficile, comme vous le savez, mais d'autre part, il faut trouver, chez son éditeur principal, qui était Galilée, il faut trouver les passages qui donnent envie de lire le reste. Enfin voilà, donc c'est un peu compliqué comme travail. Je vais peut-être demander à d'autres gens de s'en occuper, parce que je trouve que c'est un peu lourd comme travail. Mais voilà, alors il y a ça, mais qui n'a pas du tout commencé. En revanche, il y a l'Énéide, qui vient de sortir. L'Énéide, donc, que j'ai enregistré, et le livre audio vient de sortir. C'est magnifique, l'Énéide. C'est aussi une grande chose, enfin bon, je dis une banalité bien sûr, mais c'est aussi une très grande chose à lire à haute voix. Virgile est un immense poète. Vous aimez les défis, hein, Derrida, l'Énéide, après Proust. Il y a les Mémoires d'outre-tombe, c'est pas mal aussi dans la difficulté, mais tout est difficile ou facile, ça dépend. Enfin, oui, je sais plus. Les Fleurs du Mal, enfin. Oui, parce que même Guignol, ça n'est pas les aventures de Guignol. J'imagine que ça n'est pas tout à fait évident et que ça demande une capacité d'adaptation. C'était très rigolo à faire, en tout cas, parce que j'avais le texte sous les yeux et je l'arrangeais un petit peu aussi. Enfin, et je voyais bien. Je pensais en fait à ma fille. Et d'ailleurs, ma fille écoute Guignol, elle adore ça. Et pour elle, Guignol a la voix de son papa. Enfin, voilà. Mais la gageure, c'était d'arriver à faire toutes les voix, un peu comme pour l'Arlésienne. Oui. L'Arlésienne que j'avais fait avec Jean-Claude Malgoire, chef d'orchestre Jean-Claude Malgoire. L'Arlésienne, c'est la pièce de Daudet, pour Bizet, enfin pour Bizet. Bizet a fait la musique. Et il y a donc, je ne sais plus combien, 8, 9, je ne sais plus, personnages, et je jouais tous les personnages, hommes et femmes, jeunes et vieux. Ben voilà. Et pour Guignol, c'était un peu pareil, c'est-à-dire qu'il fallait changer de voix, et il fallait prendre des voix différentes. J'adore faire des voix différentes. Je trouve que... Et je suis curieux, ça donnait quoi alors, l'Arlésienne avec ses voix différentes? Vous pouvez nous donner un aperçu? Par exemple, Balthazar, le vieux Balthazar. Le vieux Balthazar, il parle comme ça, et il dit « Oh, ça sonne bien, les tonneaux vides !» Voilà, ça c'est le vieux Balthazar. Oui. Mais vous avez par exemple le gardien, qui lui... Je l'aimais trop, elle est si belle.
Et c'est évidemment une toute autre voix, etc., etc. Donc chacun avait sa voie. La vieille dame qui parlait comme ça et qui disait « Ah, mon vieux Balthazar, comme je suis heureuse de te voir enfin !» Enfin voilà, etc., etc. Il faut avoir le courage de le faire, c'est un petit peu ridicule dans un premier temps, mais si on s'y tient, si on tient la route, ça oblige là aussi en une fraction de seconde à tout d'un coup avoir la voix qu'il faut. C'est passionnant à faire. Et moi, je me souviens que quand nous le faisions en direct, parce que nous l'avons fait aussi en direct, l'Arlésienne, avec Malgoire, et quand nous le faisions en direct, d'ailleurs, cet enregistrement est un enregistrement en direct. Ça a été fait sans aucune reprise. D'ailleurs, il y a eu une petite faute à un moment. Eh bien, quand nous... Mais il est génial, c'est un collector, c'est formidable, ce Bizet l'Arlésienne de Malgoire. Eh bien, quand nous le faisions en direct, les gens, au début, je me souviens très bien, riaient un peu. Ils riaient de me voir prendre l'accent provençal, ils riaient de me voir faire des voix différentes, comme ça. Et puis, au bout d'un moment, ils ne riaient plus du tout, et à la fin, ils étaient tous en larmes, et ils sortaient en larmes. Je les voyais sortir, quitter la salle de concert, en larmes, en reniflant, en s'essuyant. Enfin voilà, ils avaient tous été émus, par justement toutes ces voix différentes. Ils y croyaient, en quelque sorte. Donc c'est assez rigolo. Pour Guignol, c'était la même chose. Pour Guignol, il fallait faire toutes sortes de voix, et là aussi, enfin bon... Et là encore, la richesse du livre audio qui permet effectivement de... Alors je ne sais pas s'il augmente le texte, s'il l'enrichit, mais qui permet de faire éclore ces voix multiples avec parfois beaucoup d'audace, effectivement. Oui, mais vous savez, c'est comme se rappeler l'enfant qu'on est. L'enfant qu'on n'a jamais cessé d'être. J'ai une petite fille, donc vous le savez, on en a parlé, une fille qui est très jeune. Malgré mon vieil âge, j'ai une enfant très jeune, elle a 3 ans et demi, et je lui raconte des histoires en jouant tous les personnages. Je vous assure que ça me sert beaucoup pour les enregistrements. Parce que vous avez le chat qui parle comme ça, vous voyez, ça c'est Félix. Et vous avez le orang-outan qui parle comme ça et qui dit « Viens, viens, Ézéchiel, n'aie pas peur ». Voilà, etc., etc. Et chaque fois que vous avez ces changements-là, hop, un monde s'ouvre, un horizon s'ouvre dans les yeux d'un enfant. Eh bien, devant un micro, il faut faire la même chose, en quelque sorte. C'est drôle, moi je pense souvent, avec le livre audio, notamment pour les enfants, à un pop-up, vous savez, qui se déploie, et tout un univers avec ses architectures, ses villes, ces personnages, évidemment, que vous campez, et qui sont parfois très différents. Au fond, c'est la même chose pour les grands. C'est plus subtil, on fait moins nettement, à part pour l'Arlésienne, mais parce que c'est une pièce entière. Mais autrement, si je fais Bouvard et Pécuchet, par exemple, Bouvard et Pécuchet, je ne veux pas faire du commentaire un peu inutile et naïf du génie de ce texte, mais en gros, si vous voulez, vous avez Bouvard et Pécuchet qui sont qui ils sont, ces personnages-là un peu ridicules, et obsessionnels, ridicules, enfin bon. Et vous avez l'écriture de Flaubert. Mais Flaubert écrit comme Bouvard et Pécuchet. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il écrit Bouvard et Pécuchet dans son fameux style indirect génial. Enfin, c'est comme si l'écriture était imbibée, était contaminée, ce serait le mot d'aujourd'hui, était contaminée par les personnes, les personnages qu'il décrit. Et au bout d'un moment, il n'y a pas du tout, ouvrez les guillemets, c'est pas du tout du direct, c'est pas Bouvard ni Pécuchet qui parlent, et pourtant, vous entendez bien que c'est eux encore, même dans une description. Donc enfin voilà, c'est du génie pur là aussi, hein, c'est plier l'écriture et arriver à lui faire dire quelque chose de presque indicible. Eh bien, je pense que pour le lecteur, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai à lire Bouvard et Pécuchet, mais j'ai à lire aussi Flaubert qui les fait parler, qui les met en scène, et qui parfois décrit des choses, ou raconte ce qui arrive à Bouvard et à Pécuchet. Mais la façon dont je lis Flaubert est bouvardée ou bien pécuchetée, enfin, vous voyez. Et c'est un peu comme si je faisais Guignol ou l'Arlésienne, vous voyez. Sauf que je le fais plus subtilement, bien sûr. Et alors, j'ai essayé de compter, mais je crois qu'on arrive peut-être à 80 livres audio. Pas mal, en tout cas. Oui. Beaucoup. Bientôt une centaine, peut-être. Est-ce qu'il y a un livre audio que vous rêveriez d'enregistrer et que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire et qui serait un peu votre texte rêvé ? Un seul texte, non, mais un auteur, oui. Oui, il y a plein d'auteurs que j'aimerais lire. Le problème, c'est que
c'est que très souvent, ils appartiennent à telle maison d'édition qui est jalouse de son auteur et qui ne donne pas les droits ou je ne sais quoi. Mais bon, oui, il y a plein d'auteurs. Enfin, moi, je suis un grand fan depuis mon adolescence pratiquement de Borges. Je rêverais de lire les nouvelles de Borges, de l'Aleph ou de fiction. Je rêverais de faire ça. Je le fais déjà un petit peu en direct par moment. Voilà, et puis même de l'auteur ou des inquisitions, enfin de plein de choses de Borges. Vous allez maintenant, Daniel Lesguich, nous lire un second extrait de La recherche du temps perdu. Et là encore, vous avez choisi un passage très marquant. Eh bien oui, il s'agit dans Le Côté de Guermantes de la mort de la grand-mère. Nous entrâmes dans la chambre. Courbé en demi-cercle sur le lit, un autre être que ma grand-mère, une espèce de bête qui se serait affublée de ses cheveux et couchée dans ses draps, haletait, geignait de ses convulsions, secouait les couvertures. Les paupières étaient closes, et c'est parce qu'elles fermaient mal plutôt que parce qu'elles s'ouvraient qu'elle laissait voir un coin de prunelle, voilé, chassieux, reflétant l'obscurité d'une vision organique et d'une souffrance interne. Toute cette agitation ne s'adressait pas à nous, qu'elle ne voyait pas, ni ne connaissait. Mais si ce n'était plus qu'une bête qui remuait là, ma grand-mère, où était-elle? On reconnaissait pourtant la forme de son nez, sans proportion maintenant avec le reste de la figure, mais au coin duquel un grain de beauté restait attaché, sa main, qui écartait les couvertures d'un geste qui eût autrefois signifié que ces couvertures la gênaient et qui, maintenant, ne signifiait rien. Maman me demanda d'aller chercher un peu d'eau et de vinaigre pour imbiber le front de grand-mère. C'était la seule chose qui la rafraîchissait, croyait maman, qui la voyait essayer d'écarter ses cheveux. Mais on me fit signe par la porte de venir. La nouvelle que ma grand-mère était à toute extrémité s'était immédiatement répandue dans la maison. Un de ces extras qu'on fait venir dans les périodes exceptionnelles pour soulager la fatigue des domestiques, ce qui fait que les agonies ont quelque chose des fêtes, venait d'ouvrir au duc de Guermantes, lequel, resté dans l'antichambre, me demandait. Je ne pus lui échapper. « Je viens, mon cher monsieur, d'apprendre ces nouvelles macabres. Je voudrais, en signe de sympathie, serrer la main à monsieur votre père. » Je m'excusais sur la difficulté de le déranger en ce moment. Monsieur de Guermantes tombait comme au moment où on part en voyage. Mais il sentait tellement l'importance de la politesse qu'il nous faisait que cela lui cachait le reste et qu'il voulait absolument entrer au salon. En général, il avait l'habitude de tenir à l'accomplissement entier des formalités dont il avait décidé d'honorer quelqu'un, et il s'occupait peu que les malles fussent faites ou le cercueil prêt. « Avez-vous fait venir Dieu la foi ? Ah, c'est une grave erreur. Et si vous me l'aviez demandé, il serait venu pour moi, il ne me refuse rien. Bien qu'il ait refusé à la duchesse de Chartres. Vous voyez, je me mets carrément au-dessus d'une princesse du sang. D'ailleurs, devant la mort, nous sommes tous égaux, ajouta-t-il, non pour me persuader que ma grand-mère devenait son égale, mais ayant peut-être senti qu'une conversation prolongée relativement à son pouvoir sur Dieu la foi et à sa prééminence sur la duchesse de Chartres ne serait pas de très bon goût. Son conseil, du reste, ne m'étonnait pas. Je savais que chez les Guermantes, on citait toujours le nom de Dieu la foi, avec un peu de respect seulement, comme celui d'un fournisseur sans rival. Et la vieille duchesse de Mortemart, née Guermantes, il est impossible de comprendre pourquoi, dès qu'il s'agit d'une duchesse, on dit presque toujours la vieille duchesse de, ou tout au contraire d'un air fin et watteau, si elle est jeune, la petite duchesse de, préconisait presque mécaniquement en clignant de l'œil, dans les cas graves, Dieu la foi, comme si on avait besoin d'un glacier poirée blanche ou pour des petits fours, rebattait. Mais j'ignorais que mon père venait précisément de faire demander Dieu la foi. À ce moment, ma mère, qui attendait avec impatience des ballons d'oxygène qui devaient rendre plus aisée la respiration de ma grand-mère, entra elle-même dans l'antichambre, où elle ne savait guère trouver M. de Guermantes. J'aurais voulu le cacher n'importe où, mais persuadé que rien n'était plus essentiel, ne pouvait d'ailleurs la flatter davantage et n'était plus indispensable à maintenir sa réputation de parfait gentilhomme, il me prit violemment par le bras, et malgré que je me défendisse comme contre un viol par des monsieur répétés, il m'entraîna vers maman en me disant « Voulez-vous me faire le grand honneur de me présenter à madame votre mère ?» en déraillant un peu sur le mot « mère ». Et il trouvait tellement que l'honneur était pour elle qu'il ne pouvait s'empêcher de sourire tout en faisant une figure de circonstance. Je ne pus faire autrement
que de le nommer, ce qui déclencha aussitôt de sa part des courbettes, des entrechats, et il allait commencer toute la cérémonie complète du salut. Il pensait même entrer en conversation, mais ma mère, noyée dans sa douleur, me dit de venir vite et ne répondit même pas aux phrases de M. de Guermantes, qui, s'attendant à être reçu en visite et se trouvant au contraire laissé seul dans l'antichambre, eût fini par sortir si au même moment il n'avait vu entrer Saint-Loup, arrivé le matin même à Paris et accouru aux nouvelles. Là, je vais sauter un peu. Qu'est-ce qu'il y a? On ne donne plus d'oxygène? Ma mère dit, mais alors maman va recommencer à mal respirer? Le médecin répondit, oh non, l'effet de l'oxygène durera encore un bon moment. Nous recommencerons tout à l'heure. Il me semblait qu'on n'aurait pas dit cela pour une mourante, que si ce bon effet devait durer, c'est qu'on pouvait quelque chose sur sa vie. Le sifflement de l'oxygène cessa pendant quelques instants. Mais la plainte heureuse de la respiration jaillissait toujours, légère, tourmentée, inachevée, sans cesse recommençante. Par moments, il semblait que tout fût fini. Le souffle s'arrêtait, soit par ces mêmes changements d'octave qu'il y a dans la respiration d'un dormeur, soit par une intermittence naturelle, un effet de l'anesthésie, le progrès de l'asphyxie, quelque défaillance du cœur. Le médecin reprit le pouls de ma grand-mère, mais déjà, comme si un affluent venait apporter son tribut au courant asséché, un nouveau chant s'embranchait à la phrase interrompue. Et celle-ci reprenait à un autre diapason, avec le même élan, inépuisable. Qui sait si, sans même que ma grand-mère en eût conscience, tant d'états heureux et tendres, comprimés par la souffrance, ne s'échappaient pas d'elle maintenant, comme ces gaz plus légers qu'on refoula longtemps. On aurait dit que tout ce qu'elle avait à nous dire s'épanchait, que c'était à nous qu'elle s'adressait avec cette prolixité, cet empressement, cette effusion. Au pied du lit, convulsée par tous les souffles de cette agonie, ne pleurant pas mais par moments trempée de larmes, ma mère avait la désolation sans pensée d'un feuillage que cingle la pluie et retourne le vent. On me fit m'essuyer les yeux avant que j'allasse embrasser ma grand-mère. Mais je croyais qu'elle ne voyait plus, dit mon père. On ne peut jamais savoir, répondit le docteur. Quand mes lèvres la touchèrent, les mains de ma grand-mère s'agitèrent. Elle fut parcourue tout entière d'un long frisson, soit réflexe, soit que certaine tendresse et leur hyperesthésie qui reconnaît à travers le voile de l'inconscience ce qu'elles n'ont presque pas besoin des sens pour chérir. Tout d'un coup, ma grand-mère se dressa à demi, fit un effort violent, comme quelqu'un qui défend sa vie. Françoise ne put résister à cette vue et éclata en sanglots. Me rappelant ce que le médecin avait dit, je voulus la faire sortir de la chambre. À ce moment, ma grand-mère ouvrit les yeux. Je me précipitai sur Françoise pour cacher ses pleurs, pendant que mes parents parleraient à la malade. Le bruit de l'oxygène s'était tu. Le médecin s'éloigna du lit. Ma grand-mère était morte. Merci Daniel Mesguich pour cette lecture d'un des passages mythiques d'À la recherche du temps perdu, qui a été extrêmement commenté, de Roland Barthes qui y voyait un sommet littéraire, et notamment cette fameuse scène des cheveux peignés. Jusqu'à plus récemment, Philippe Lançon, rescapé de l'attaque de Charlie Hebdo, qui, dans Le Lambeau, raconte, alors qu'on est en train de pratiquer une reconstruction de son visage, qu'à chaque fois qu'il descend au bloc pour subir des opérations, il emporte avec lui et il lit la mort de la grand-mère. Et je trouvais très beau que nous terminions sur ce texte, la mort de la grand-mère. Et puis, je trouve que des Cattleya à cette mort de la grand-mère, vous nous avez parlé d'amour et de mort, d'Eros et de Thanatos, et permis sans doute de couvrir ce thème, relire le monde avec une relecture du monde, à la fois un tout petit monde et le grand monde chez Proust. Et donc, je voulais vraiment vous remercier pour ce voyage dans la recherche du temps perdu et dans cet univers proustien. Merci beaucoup, Daniel Mesguich. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. J'espère que ce voyage dans cette œuvre monumentale qui est À la recherche du temps perdu vous a plu. Je signale que cette version audio a reçu le Grand Prix du livre audio de la Plume de Pan, la Plume d'or de la Plume de Pan, remise cette année au Centre national du livre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres de La Voix des Pages.